Comment enchaîner plusieurs investissements immobiliers en 2021? Comment j'ai fait pour investir plusieurs investissements immobiliers jusqu'au million en 2020 avec le Covid? Réponse en 10 étapes. 10 étapes clés à suivre. Première étape, n'écoutez pas les croyances des gens et croyez en vous. Je répète, n'écoutez pas les croyances des gens et croyez en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vais vous raconter, ça vous est forcément arrivé. Vous allez avoir vos amis, la belle famille, vos parents, vos cousins et même des gens sérieux, entre guillemets, professionnels, des courtiers, des comptables. C'est pas possible, c'est la crise, c'est le Covid, les banques elles prêtent plus, elles ont plus d'argent, il n'y a plus personne veut louer, tout le monde va rester chez soi, etc., etc., etc. Ce sont des bullshit, ce sont des croyances, d'accord? Ça, c'est des croyances. Donc, vous croyez en vous et vous n'écoutez pas les croyances. Vous écoutez uniquement les gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Je répète, vous écoutez uniquement les gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du pain, vous allez demander au boulanger. Vous n'allez pas demander à Carrefour ou à Darty ou je ne sais quoi, d'accord? Si vous voulez marquer un but, vous allez demander à Ronaldo. Vous n'allez pas demander à Neuer, un gardien. Vous demandez des choses à quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez enchaîner plusieurs investissements immobiliers, vous demandez à quelqu'un qui a déjà enchaîné plusieurs investissements immobiliers. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. N'écoutez pas les croyances, écoutez seulement les gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Ok? Ça, c'est étape 1. Étape 2. Fixez vos objectifs. Si vous commencez à investir comme ça, vous cherchez, vous allez sur le bon coin, vous tapez bien rentable, hein, ça c'est déjà vu, hein. J'ai déjà testé. Vous tapez, vous ne savez même pas dans quelle ville, vous tapez bien, machin, investissement immobilier, bref, vous tapez les choses. Mais vous n'avez pas fixé vos objectifs. Donc, vous n'allez pas savoir quoi chercher. Fixez correctement vos objectifs pour savoir où vous allez. Plus vous les fixez tôt, plus vous allez pouvoir savoir quelle fiscalité s'orienter, quel type de bien s'orienter, quelle ville, voilà. Donc, objectif, c'est est-ce que j'ai besoin de cash flow? Est-ce que je veux du patrimonial? Est-ce que je veux remplacer mon salaire? Est-ce que je veux un complément de revenu? Voilà, donc vous écrivez, vous prenez une feuille, vous écrivez, hein, vous prenez le stylo, donc prenez des notes, j'espère, pendant que vous écoutez la vidéo, et vous notez vos objectifs. Qu'est-ce que je veux faire de l'immobilier? D'accord? Donc ça, important, ne commencez pas sans avoir fixé vos objectifs. Très, très, très important. Comme ça, vous allez vous orienter. À chaque fois que vous allez chercher un bien, vous vous orientez vers un bien qui correspond à vos objectifs. Et c'est comme ça que vous aurez plus vite et plus loin et plus fort. Troisième étape, très importante, être préparé. Je vais faire une analogie avec du sport parce que je fais un peu de football et un peu de musculation, etc. Quand je vais à la salle de muscu ou quand je vais au foot, je vous dis ça, mais moi-même je ne le fais pas correctement. Il faut que je m'échauffe avant. Il faut que je prépare mes muscles, etc. Il faut que, vous voyez, faut que je sois prêt. Il faut que les muscles soient prêts. Pourquoi? Parce que si vous ne préparez pas vos muscles, si vous vous échauffez pas, vous n'allez pas tenir sur la route. Vous ne pourrez pas enchaîner les séries. Vous ne pourrez pas enchaîner les mouvements. Vous allez vous blesser, ça va s'arrêter vite. L'investissement immobilier, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il faut être bien préparé. Qui dit bien préparé, ça veut dire quoi? Vous nettoyez vos comptes. Quand vous allez voir la banque avec un investissement immobilier, ils vont faire un recul sur 3 mois. Ensuite, plus on avance dans le temps et puis plus ça va être... ils vont vous redemander des relevés à chaque fois. Donc, il faut que vos comptes soient prêts, soient propres 3 mois avant. Ça veut dire quoi? Pas de crédit conso, pas de crédit voiture, etc., etc., etc. Donc, quand vous allez investir, essayez de nettoyer tout ça là. Nettoyez tout ça. Ayez du cash de côté. Même si vous faites du 110 sur 25 ans, il faut avoir du cash. Moi, quand j'entends faut partir de rien, vous pouvez investir en partant de rien, de zéro. Vous venez de la rue, vous venez de nulle part, vous pouvez. Non, on n'investit pas en partant de rien, ça veut rien dire. Il faut avoir du cash de côté parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a une merde avec les travaux, il faut sortir du cash. Il y a un petit souci, vous achetez en copro, état des lieux, prêt état daté, il faut sortir du cash.
il y a un locataire qui abîme un truc machin, il y a un truc qui était mal fait, il faut sortir du cash. Donc, il faut toujours avoir du cash de côté. Vous avez de la vacance locative, même si on n'en veut pas, même si vous investissez bien et qu'il y en aura très peu, il faut sortir du cash. Donc, moi, je conseille d'avoir du cash de côté. Toujours avoir du cash de côté, même si vous faites du 110 sur 25. Avoir du cash de côté et bien préparer son dossier bancaire aussi. Ça, c'est très, très, très important. Le dossier bancaire, il faut vous raisonner en chef d'entreprise, en entrepreneur. Vous préparez votre dossier et vous anticipez tout ce que le banquier va vous demander. Vous préparez un business plan. Donc, vous prenez encore ce stylo-là. Vous prenez votre feuille et vous mettez tous les items. Donc, vous préparez les trucs de pièces d'identité, avis d'imposition, etc. Tous les trucs classiques. Ensuite, vous faites un business plan, c'est-à-dire photo d'avant travaux. Comme ça, vous demandez beaucoup de travaux. Vous avez compris, vous allez comprendre pourquoi. Photo d'après travaux. Donc, vous faites des photos, je sais pas, vous allez sur Pinterest, vous prenez des photos ou des choses qui vont ressembler à ce que vous allez faire. Ou photo 3D. Vous faites des plans avant-après. Voilà, donc vous faites vraiment bien le business plan et vous montrez ce que ça va donner. Vous faites une vision sur plusieurs années. Quelle fiscalité, quels vont être mon revenu, où je veux aller avec vous, etc. Donc tout ça, c'est dans le dossier bancaire. Vous faites des estimations locatives de 2 ou 3 agences. Vous faites des estimations vénales du bien ou du bien que vous avez. Donc vous fournissez tous les documents que le banquier a besoin et qu'il n'a même pas imaginé dans sa tête. Plus des documents d'agence pour faire vraiment pro. D'accord? Et vous mettez toute la vision sur plusieurs années. Donc tout ça, vous l'inscrivez, vous faites des tableaux Excel. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc vous faites des tableaux Excel avec tous les chiffres. Si le taux d'endettement est très élevé, vous le minimisez. Qu'est-ce que ça veut dire minimiser? Vous en parlez une fois et basta. D'accord? Donc, dans le dossier bancaire, donc bien préparé, mettre tous ces éléments, mettre tous les points faibles, vous les minimisez, et les points forts, vous les maximisez. Moi, j'ai plusieurs points faibles, entre guillemets pour les banques. Donc, j'ai eu un Pinel, donc j'ai réussi à le rattraper, bref. J'avais un Pinel, j'avais déjà acheté ma RP que j'ai revendu, etc. Donc, j'ai un RP. J'avais 1 an de bilan seulement. Donc, je vous dis pas, hein, donc, par rapport à l'étape 1 dont je vous ai parlé, les banquiers me disaient, c'est impossible, attendez d'avoir 50 bilans, votre activité n'est pas suffisante, est-ce que madame a assez de revenus, donc mes comptes ne revenaient plus, etc., etc., etc. Bref, soyez bien préparés, votre dossier bancaire doit être béton, 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 et avoir tous les éléments que le banquier va vous demander avant même qu'il y réfléchisse. D'accord? 4e étape, le réseau. Le réseau, c'est très, très, très important. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'avais déjà ce raisonnement. Quand vous commencez à investir, il faut que le réseau il soit calé pour aller plus vite, plus fort, plus loin. Il faut avoir le bon banquier, le bon interlocuteur. Il faut avoir le notaire déjà dans votre poche. Ne prenez pas le notaire du vendeur. Prenez aussi votre notaire. Il faut avoir le bon comptable, le bon artisan, le bon gestionnaire de patrimoine si besoin, le courtier, etc., etc., etc. Et tout ce réseau, vous prenez ça de quelqu'un qui a été recommandé, qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez le réseau de quelqu'un qui vous a recommandé et qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Moi, j'ai un profil indépendant. Si on m'a déjà recommandé des courtiers, le courtier m'a appelé, il m'a dit « Vous êtes indépendant, c'est mort. » Voilà. Donc ça, c'est au début. Parce que j'ai pris un courtier qui gérait des dossiers plutôt simples ou des salariés ou je ne sais quoi. Donc les profils atypiques, entre guillemets, bah, il n'avait pas l'habitude. Donc voilà. Bref. Donc entourez-vous bien d'un bon réseau. C'est très, très, très important. C'est la base. Donc avant de commencer, fixez bien le réseau comme ça. Dès que vous allez enchaîner, hop, le notaire, vous lui posez des questions, tac, vous avez l'artisan. Dès que vous allez voir un bien, hop, l'artisan, vous l'appelez vite fait. C'est comme ça, hop, il faut le devis travaux et vous pouvez faire l'offre direct. Alors que si vous n'avez rien de tout ça, vous allez voir un bien, première visite, deuxième visite, est-ce que je peux venir avec mon artisan? Non, non, non. Un investisseur, il regarde un bien sur le Bon Coin ou je ne sais où. Il se fait son réseau d'agents immobiliers aussi. J'ai oublié les agents immobiliers. Il se fait son réseau d'agents immobiliers jusqu'à ce que les agents nous appellent en avant-première. Et il lui dit, j'ai vu tel bien, on fait les calculs, machin. Et quand on se déplace, c'est pour signer. D'accord? 6e étape. Trouver le bon interlocuteur bancaire. Cette étape, elle est hardcore.
c'est la plus hardcore. Trouver le bon interlocuteur bancaire. Alors, ça, c'est l'étape la plus primordiale, cette étape-là. C'est du sérieux, là. Prenez des notes. Prenez le stylo, prenez des notes. Notez, notez, notez. Trouver le bon interlocuteur bancaire. Le problème avec cette étape, c'est qu'il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de moyen. En fait, il y a des banques qui sont plus souples en fonction de votre profil. Donc, il faut trouver aussi la bonne banque adaptée à votre profil. Si vous êtes étudiant, il faut trouver une banque ou un interlocuteur qui a l'habitude des étudiants. Je grossis le truc. Vous êtes salarié, fonctionnaire, tant mieux pour vous. Vous pouvez aller voir toutes les banques. Après, il y a des banques qui facilitent aussi au niveau des assurances de prêt ou ce genre de choses pour les fonctionnaires. Vous êtes indépendant, c'est la merde. Vous êtes intermittent, c'est la merde. Si vous êtes indépendant avec 3,50 bilan, vous êtes tranquille. Même un banquier de base, entre guillemets, saura traiter votre dossier. Mais comme moi, quand j'ai commencé, j'avais 1 an de bilan. Et avant, j'étais auto-entrepreneur. Après, j'ai eu 1 an de bilan SASU. Après, je suis passé en URL. Les banquiers ne comprenaient rien. Mais pourquoi vous étiez en SASU? Pourquoi vous étiez en machin? C'est pas le même SIRET, c'est pas machin, etc., etc., etc. Je suis sûr que vous vous reconnaissez là-dedans, les indépendants. Donc, le problème avec cette étape-là, c'est qu'il faut trouver la bonne banque et les bons interlocuteurs. Et c'est impossible de le savoir comme ça. Vous êtes obligé d'aller voir toutes les banques. Et là, même aujourd'hui, avec plus de 1 million d'encours, je n'ai pas la technique. Je vais voir toutes les banques. Maintenant, j'ai la technique parce que j'ai le dossier de pro. Et quand le banquier il voit mon dossier, il dit merci, il y a tous les calculs et tout. Mais je ne sais pas d'avance qui je vais trouver en fait. Je ne sais pas d'avance. Les banques, je dirais, sont plus souples, pour moi en tout cas par rapport à un profil particulier. Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, CIC, par exemple. Banque Populaire aussi, je pense. Donc ces banques-là, toutes les banques les meilleures pour moi, c'est les banques régionalisées où il y a le moins d'escalade possible. Le bon interlocuteur, c'est quoi? C'est l'interlocuteur qui est adapté à votre profil et qui a le plus de décisions possibles, le plus de pouvoir possible. Qu'est-ce que c'est? Quand vous allez voir un banquier, prenez votre stylo. Vous dites à votre banquier, voilà, j'ai un investissement de 200 000 €, est-ce que vous pouvez me prêter? Donc vous avez appelé au pif, vous avez pris rendez-vous avec un conseiller. Il ne faut pas faire ça. Si vous allez prendre un conseiller au pif, admettons, il a un pouvoir jusqu'à 300, au-dessous de 400, c'est plus lui, donc il va demander à son chef, donc lui vous a fait confiance, il va vous prêter une fois, deuxième fois il va demander à son chef va dire non, vous allez être obligé de changer de banque, c'est pas ce qu'on veut nous. Nous on veut viser le banquier, l'interlocuteur qui a le pouvoir de décision le plus élevé. Donc quand vous appelez les banques, vous demandez le directeur ou quelqu'un qui a un pouvoir de legs élevé. Je ne sais pas, vous visez 800, vous visez 1 million, vous demandez jusqu'à combien il peut aller. Vous parlez comme ça, délègue, pouvoir, etc. Quand vous parlez leurs termes, ils sentent que vous êtes dans le game. Donc tout de suite, vous interpellez le bon interlocuteur. Si vous interpellez pas le bon interlocuteur, vous ne pourrez pas enchaîner. C'est impossible. C'est possible, mais ce sera difficile. Et nous, on ne veut pas changer de banque. On change, donc on trouve un partenaire. Ce partenaire, il nous suit jusqu'à 1 million, 1 million 2, 1 million 5 jusqu'au bout. Et après, on change de partenaire. S'il veut pas. Comme il a plein d'encours chez lui et qu'il a pas mal de relations commerciales, il sera un peu coincé. Il va vous suivre longtemps. Mais on y va jusqu'au bout du bout. D'accord? Et surtout, quand vous faites votre dossier bancaire, par rapport à votre interlocuteur, vous lui indiquez vous lui donnez à manger. Le crédit aujourd'hui, pour un banquier, il s'en fout. Il s'en tape. Lui, ce qu'il veut, c'est la relation commerciale. C'est un commercial. Le banquier n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent. C'est un commercial. Donc, il faut lui vendre quelque chose. Quand vous allez voir pour l'investissement, vous lui dites « J'ai une assurance vie, j'ai des livrets A, des enfants. Vous voulez ?» Je vous donne l'assurance habitation, je vous donne l'assurance de prêt. Voilà, vous lui donnez tout ce qu'il faut. Vous lui donnez tout ce qu'il faut pour qu'il puisse prendre votre dossier. Donc, bien réfléchir en mode relation commerciale, en mode business, d'accord? Vous lui donnez quelque chose, il vous donne quelque chose. Il faut que ce soit du win-win, sinon ça ne peut pas marcher. Très important. Donc vous comprenez bien que si vous n'avez pas le bon interlocuteur dès le début, vous ne pourrez pas enchaîner en fait. Vous allez avoir un interlocuteur, il va vous demander les salaires, vous allez changer de banque, il va encore vous demander les salaires. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir 3-4 banques. Après, ça peut marcher, hein, mais c'est une galère à gérer. Vous avez un compte là-bas, vous avez un compte là-bas, vous avez un compte locatif là-bas. Enfin, moi, je ne peux pas. J'ai 5-6 comptes, j'ai une dizaine de lots. C'est impossible de gérer. Je peux pas avoir. Moi, je fais un compte par lot, un compte par bien. Je ne peux pas avoir
10 comptes ou je ne sais combien de comptes. J'ai le compte de ma société, j'ai le compte de mon auto-entrepreneur, j'ai le compte de ma SCI, de la SAS, machin. Je ne peux pas avoir plein de comptes dans toutes les banques. Donc je vais jusqu'au bout. Et s'il ne veut pas partir d'un moment donné, je change. Vous avez noté ou pas? Voilà. Étape 6. Avoir le bon interlocuteur et la bonne banque. Ok? Étape 7. Éviter les cautions classiques des banques. Qu'est-ce que j'appelle caution classique des banques? SACEF, Crédit Logement, nanani, nanana. Bref. Évitez ce type de caution quand vous l'enchaînez. En tout cas pour ma part. Après, vous faites comme vous voulez. Quand vous allez chercher un investissement immobilier, vous allez solliciter la banque ou un courtier. Votre courtier va vous dire, voilà, je vais aller voir. Il va même pas vous dire, il va pas vous dire quelle banque vous allez voir. Il va vous dire, vous inquiétez pas, je m'occupe de votre dossier. Vous connaissez le clin d'œil là. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je vous parle d'expérience, hein, c'est mon premier investissement. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Votre dossier, cadeau. Cadeau votre dossier. Cadeau. Ok. Donc j'ai laissé. Pourtant, j'aime pas déléguer. Hein. Enfin, j'aime pas déléguer. J'aime bien maîtriser ce que je délègue ou je délègue pas. Mais là, j'ai laissé faire. Bon, parce que l'agent était top. Je me suis dit, la courtière est top comme l'agent. Bon, voilà. Une semaine, 2 semaines avant. Ah, c'est compliqué, monsieur. C'est compliqué. J'ai pas pu avoir votre dossier une semaine avant. Je devais signer, avoir l'offre la semaine d'après, une semaine avant. C'est compliqué, j'ai eu des refus de votre banque, machin. Elle est partie voir ma banque. Le courtier qui vous dit, je vais solliciter votre banque, next, direct. Un courtier doit fouiller dans toutes les autres banques. Soit il vous dit, vous avez essayé votre banque, vous allez voir, il vous dit d'aller voir votre banque vous-même, ou sinon il va voir ses relations ou d'autres banques. S'il vous dit, je vais voir avec votre banque, next. Vous n'avez pas besoin d'un courtier pour aller voir votre banque. Vous avez besoin d'un courtier, c'est mon avis. Hein. Si je passe par un courtier, il faut qu'il obtienne des choses exceptionnelles que je ne peux pas faire. Si il n'obtient pas des choses exceptionnelles que je ne peux pas faire, il ne me sert à rien. Donc, n'allez pas voir un courtier qui va voir votre banque. Next. Si le courtier ne veut pas vous dire quelle banque il va voir, ce n'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je fais le truc. Je vais voir toutes les banques et je leur dis que je veux une hypothèque PPD d'emblée. Et je vais voir le directeur de banque ou un contact pro qui a un pouvoir élevé. Directement. Ce qui veut dire que je peux aller voir Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, etc. BNP, non, jamais. Ils vont vous demander de l'apport, etc. C'est possible, hein, mais les banques comme ça, c'est compliqué. Ça monte jusqu'au ciel, jusqu'aux étoiles même. Donc, ouais, là-haut, là. Donc, laissez tomber. Donc, il faut éviter, à mon sens, hein, si vous voulez enchaîner les cautions, machin, parce que c'est long, ça monte à la caution, ça redescend, oui, non, ça sonne vert, machin, etc. C'est compliqué. Si vous allez voir plusieurs banques, et que vous allez voir les cautions. Si vous allez voir plusieurs banques et vous allez voir les cautions, c'est peut-être compliqué aussi. Donc, évitez les cautions classiques. SACEF, etc. Non, moi je vais directement en hypothèque. Comme ça, je peux aller voir toutes les banques. Parce que si vous allez voir les cautions classiques, votre interlocuteur va décider, il va peut-être dire oui, la caution classique va dire non, terminé, on arrête là, hop, terminé. Donc oui, il faut éviter les cautions classiques. Évitez les cautions classiques, prenez hypothèque PPD. Maintenant, si vous avez un dossier simple, entre guillemets, que votre banque, il vous suit, pourquoi pas? Mais j'ai envie de vous dire, j'ai déjà eu le cas où ma banque me dit, oui, je vous suis, machin, accord de machin, hein, accord signé, hein. D'accord? Il a signé avec ça. Il a signé avec ce stylo. Hein. Accord, etc. Oui, bonjour. Finalement, on ne vous suit plus parce que ceci, cela. Ça, c'est possible aussi. OK? Voilà. Évitez ce type de caution. Moi, je prends que les cautions hypothèque PPD. Je prends le gars, la personne, le contact qui décide en hypothèque. S'il me dit oui, c'est oui. Alors que si en caution normale, il vous dit oui, la caution peut dire non. D'accord? Si votre dossier est atypique, ça monte au siège, aux cautions ou je ne sais quoi, etc. Donc ça fait plus d'interlocuteurs. Minimisez les interlocuteurs. Ok? Maximisez vos chances en allant voir la bonne personne directement. Minimisez les interlocuteurs. Les interlocuteurs, il en faut un. Ou un et demi. C'est-à-dire que moi, l'interlocuteur que j'avais, il avait il était directeur, il avait quelqu'un au-dessus, je crois,
Mais lui, il dit oui, le directeur regarde même pas. Tu m'as dit oui? Ok, vas-y, c'est bon. Terminé. C'est comme ça que ça se passe. C'était pas en mode, le premier, c'était dur. C'était dur. Mais les autres, texto, oui, celui-là, ça passe, machin, voici les chiffres, attaque, hop, terminé. Comme ça que ça se passe quand vous avez un partenaire, c'est comme ça que ça se passe. Le premier, il est dur, mais quand vous avez un partenaire, c'est comme ça que cela se passe. Ok? Huitième étape. Huitième étape. Huitième étape. Huitième étape. Vous êtes encore là, j'espère. Vous êtes encore là. Huitième étape, choisir un investissement rentable de suite. Mettez-vous à la place du banquier. Des fois, je me dis, c'est pas possible, mais les banquiers, mais comment ils raisonnent, c'est pas possible. Et des fois, je me mets à leur place, je dis, mais en fait, ouais. Le banquier, il veut quoi? Il s'en fout de votre crédit tout seul. Il veut la relation commerciale. Voilà. Premier point. Ok, on est d'accord. Il passe un premier investissement. Vous gagnez pas d'argent. Il en passe un deuxième par miracle. Vous gagnez pas toujours pas d'argent. Comment vous voulez enchaîner vite jusqu'au million? Nous, on a fait ça en un an et 2-3 mois. Plus d'1 million. Comment vous voulez enchaîner si chaque investissement rapporte pas d'argent? Après, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'étape 2, ça dépend de votre objectif. Vous voulez peut-être du patrimoine. Moi, personnellement, je veux du cash flow. Le patrimoine, il y en aura toujours, quoi qu'il arrive. Le bien, il vaut quelque chose. Donc moi, je veux du cash flow vite, fort. Donc chaque investissement, il faut qu'il y ait du cash flow. Donc c'est simple, je prends un investissement. Le premier, j'ai pris un investissement. Je lui dis, voilà, ça va donner ça. Prévision, schéma, tableau, Excel. Je l'ai fait mal à la tête. En réalité, ça a donné plus que ce que j'ai prévu parce que j'ai anticipé. Je me suis bien renseigné sur les prix et j'ai eu plus que ce que j'ai prévu. Et j'ai commencé avec le Covid. C'est-à-dire, mon premier locataire est arrivé. Le Covid, c'était quoi? 17 mars. Mon premier locataire est arrivé le 12-13 mars, un truc comme ça. La semaine d'après, Covid, confinement direct. J'ai commencé avec le Covid. Donc ceux qui vous disent, il y a le Covid, machin, ça, c'est des bullshit. Certes, c'est plus compliqué, il y a du turnover. Mais ça rentre quand même. Le crédit, il est bien monté. Même si j'ai, donc c'est une coloc, ma première, c'est une coloc de 4. Même si j'ai un locataire et demi, 2 locataires, je dépense pas d'argent. C'était prévu. Voilà. J'avais prévu des vacances locatives. J'avais pas prévu le Covid, bien sûr. Mais même avec le Covid, ça rentre. Et j'ai pu enchaîner jusqu'à 1 million d'encours. D'accord? Donc pour moi, il faut choisir un investissement rentable de suite. Rentrer du cash flow vite. Et comme ça, au bout de 1 ou 2 mois, vous avez 4, 5, 6 000 de balles qui rentrent. 6 000 euros qui rentrent. Ça dépend en fonction de votre investissement. Au bout de quelques mois, moi c'était une coloc de 4, donc ça rentre fort. Ce sera du LMNP, donc ça ne va pas générer d'impôts, parce qu'il y a pas mal de travaux. Donc j'explique ça au banquier. Donc j'explique au banquier que ce qui va sur le compte, moins les charges, etc., ce sera à peu près ce que j'aurai à la fin de l'année. Donc voilà. Vous avez vu? J'ai fait ce que je vous ai dit. Vous avez vu? J'ai fait ce que je vous ai dit. Je vous ai dit tant, il y a plus. Vous avez vu? Voilà. Vous allez revoir le banquier. Il va dire, ah oui, quand même, il a fait ce qu'il a dit. Il a même été au-delà de ce qu'il a dit. Il m'a dit ça, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez trouvé le bon interlocuteur. Vous avez fait ce que vous avez dit. Mais pourquoi il ne vous prêterait pas? Vous avez donné la relation commerciale qu'il a acceptée. Pourquoi il ne vous prêterait pas? Et là, vous pouvez enchaîner. Je suis toujours dans sa délègue. Je suis toujours dans son pouvoir. C'est sa seule décision s'il veut que j'enchaîne ou pas. Ça rentre, l'argent rentre, j'enchaîne. Mais ça, c'est au bout de 2 mois. Parce on va vous dire aussi, ah, mais attendez que quelques années, que l'argent... C'est vrai, hein. C'est vrai aussi, à un certain stade, c'est vrai. Il faut que l'argent rentre pour pouvoir enchaîner. Mais au début, on peut enchaîner. Et vous voyez, il y a plein d'investisseurs. Moi aussi, je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils me racontent? Bah si, c'est possible, vous pouvez enchaîner. Après, cette situation est différente. Mais c'est possible d'enchaîner si vous trouvez le bon interlocuteur, si votre dossier est bien, si vous trouvez des bons investissements rentables de suite. Après, il y a pas mal de paramètres. Voilà. Donc, pour moi, très important, prendre que des investissements qui rapportent du cash. Comme ça, vous montrez que le cash rentre et vous pouvez enchaîner derrière. Si vous dites cet investissement va générer des plus-values ou ce sera rentable dans je ne sais pas combien de temps et vous dépensez de l'argent, c'est compliqué pour moi de dire au banquier, regardez celui-là, dans 5 ans, ça va me rentrer de l'argent, vous dépensez de l'argent. Comment voulez-vous lui demander 2, 3 dans la même année? Enfin, moi, ça me paraît compliqué. Donc, investissement rentable tout de suite. 9e étape.
Plus que 2 étapes et vous pouvez atteindre le million. Rendez-vous compte. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pour le style de la vidéo. 9e étape. Stocker le cash dès le premier investissement. Je répète, stocker le cash dès le premier investissement. Vous allez voir, ce qui fait, moi, ça m'a fait bizarre en tout cas, quand vous touchez du loyer, de l'argent passif. Après, j'ai une société, donc maintenant j'ai l'habitude parce que j'ai d'autres business. Business entre guillemets, un mot qui ne veut rien dire, business, ça veut dire. J'ai d'autres activités. Et toucher l'argent passif, c'est-à-dire que vous touchez de l'argent, entre guillemets, sans avoir généré du temps qui correspond à cet argent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas comme votre salaire où vous travaillez 7 heures, vous avez tant d'argent. Là, vous avez monté un projet en place et ensuite, l'argent tombe tous les mois parce que vous avez monté un projet en place, etc., etc. Vous avez monté quelque chose. La sensation est vraiment étrange. Donc, mais même si vous voyez qu'il y a l'argent qui compte, mettez-le sur un compte isolé, ne touchez pas à l'argent la première année de vos investissements locatifs. N'y touchez pas, sauf pour investir dans d'autres investissements locatifs. Là, votre banquier comprendra très certainement, en plus c'est la même banque ou peut-être une autre banque, il comprendra très certainement que voilà, vous utilisez correctement votre argent. D'accord? Vous utilisez correctement votre argent puisque vous les investissez dans autre chose. Ok? Investissez le cash des premiers investissements. Enfin, stockez-le. N'y touchez pas. D'accord? Après, l'idéal, ce que je ne vous ai pas dit, c'est la période un peu compliquée. Donc, idéalement, il faut avoir du 25 ans, 110%. Mais ne soyez pas omnibilisé là-dessus. Ne soyez pas fixé là-dessus. Même si je vous avoue, j'en ai fait 1,5. Donc sur mes investissements, là, j'en ai fait 1,5 parce qu'il y en a un, c'est 25 ans, 110%. Le deuxième, j'ai fait du RP locatif dans ma maison. Donc j'ai acheté ma RP. Ceux qui vous disent, oui, il faut pas acheter sa RP, il faut vivre dans des toilettes, il faut pas acheter ceci, il faut pas acheter cela, il faut acheter sa RP en premier, il faut l'acheter en deuxième. C'est des bullshit, ça dépend de la situation. J'ai des gosses, je vais pas habiter dans les toilettes. L'autre, il a 20 ans, il peut habiter dans les toilettes ou il peut habiter dans un petit truc. Ça dépend de la situation. Mais moi, j'ai ma RP, j'ai la baraque, mais j'ai quand même continué à investir. Parce que dans la baraque, j'ai fait du locatif. Toujours penser, vous voyez ce que je veux dire? Placer, voilà. Donc, j'ai pris une baraque avec dépendance. Comme ça, je fais du locatif pour limiter la casse de l'ERP. Donc, stocker le cash, très important. Et essayez le plus possible d'avoir du 25 ans, 110%, mais il ne faut pas que ce soit une obsession. Si besoin, mettez notaire. Les temps sont durs, mais c'est possible d'avoir du 25 ans, 110%. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment, même si je mets notaire, c'est pas grave. Je le récupère, il n'y a pas de problème. Mais voilà, 25 ans, 110%, idéalement. Parce que comme vous l'avez compris, quand vous faites l'effet levier, c'est bien que si vous mettez 0. Ça ne vous coûte pas 0, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas 0 € pour débuter. Il faut mettre 0 idéalement. Voilà. Au pire, si vous mettez le notaire, ce n'est pas un mauvais investissement. Même si, dans la plupart des cas, je n'ai pas mis de notaire, forcément. Mais bon, je préfère vous dire ça plutôt qu'on vous dise « Oui, il faut faire que du 25 ans, 110%, c'est facile, il y a plein de banques. » Non, c'est difficile. C'est difficile. Ceux qui vous disent « C'est facile », c'est faux. Ils l'ont peut-être fait, mais c'est difficile. N'oubliez pas, écoutez ceux qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Et je vais vous dire un autre truc sur ça. Même si votre collègue vous passe son banquier, par exemple, moi je vous passe mon banquier. J'ai eu du 25 ans, 110% sur le premier. Et le dernier, là, j'ai dû mettre 2000 € de frais de dossier sur 245 000 €. C'est pas grand-chose. Je vais vous passer le contact. Donc, je viens de signer. Il étudie votre dossier. 5 minutes après, il vous dire non, c'est pas possible. Puisque le 25 ans, 110% dépend de la banque, du banquier et de votre dossier. Il y a 3 paramètres. La banque, le banquier, votre dossier. Il y a 3 paramètres. Donc, vous voyez que si je vous donne un de ces paramètres, 2 paramètres, je vous donne le banquier et la banque, vous voyez bien que le 3e paramètre, vous n'êtes plus moi, vous n'avez pas mon dossier comme moi, ou on a des dossiers différents, vous le présentez d'une certaine façon, votre dossier machin, il y a plein de choses qui font que ça peut ne pas coller. Donc, il y a plein de paramètres. Quand j'entends qu'il y en a qui disent est-ce que telle banque prête sur 25 ans, 110%? Ça ne veut rien dire. Parce que chaque cas est différent. Et les banques peuvent même faire des dérogues, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire des choses. Et je sais pas, ils ont 20% de dossiers où ils peuvent faire des dérogues. Bon, il faut être dans la banque en général, mais bon.
Donc voilà. Tout ça pour dire, 9e étape, ne touchez pas au cash que vous avez gagné avec l'investissement locatif. N'y touchez pas pendant 1 an. Si vous commencez à investir et que vous investissez parce que vous avez besoin de cash tout de suite, n'investissez pas, c'est mort. Il ne faut pas y toucher pendant 1 an. Il ne faut pas avoir besoin de cash pendant 1 an. C'est comme ça que vous pourrez enchaîner. D'accord? C'est ça la clé. Dernière étape, la 10e étape la plus importante. Avoir un plan B, C, D, E. B, C, D, E. Quand vous allez, donc dans tout, à tous les niveaux, ne comptez pas sur une tête. Ne comptez jamais sur une tête. Ne comptez pas sur un courtier. Ne comptez pas sur une banque. Ne comptez pas sur un artisan. Ne comptez pas sur une tête. Ne comptez pas sur le fait d'avoir 25 ans sur 10%. Il faut avoir du cash. Ne comptez jamais sur une tête. Il faut toujours avoir un plan B dans tout. Ne mettez pas d'émotion dans les biens, sauf vos résidences principales. Moi, je parle d'investissement locatif. Ne mettez pas d'émotion. Vous ratez un bien, n'hésitez pas à faire des offres agressives si le bien est dans un sale état. Vous ratez un bien, c'est pas grave. Ne mettez pas d'émotion. Next. D'accord? Next. Vous signez un compromis. Vous sentez que ça sent pas bon. Next. N'hésitez pas. Mais après, je vous dis ça, mais moi, je ne peux pas, je sais pas ce que c'est, non. Il faut que j'arrive au bout de l'investissement. Mais vous, ne ratez pas un seul bien. C'est-à-dire, ayez un plan B, C, D. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Tu te déconcentres. Attends, il me reste 5 minutes. Attends, il me reste 5 minutes. Je vais bientôt finir. Il arrive dans même pas 5 minutes, le gars là. Il t'a dit quoi? Il sait pas. Donc, très important d'avoir un plan B, C, D, même E. Enfin bref, vous m'avez compris. Il faut toujours avoir un plan B, C, D. Enfin, avoir quelque chose au cas où. Aucune émotion dans les biens. Ce bien-là ne sera pas celui-là, ce sera un autre. Il n'y a pas de problème. Ce bien-là ne se fait pas, ce sera un autre. J'espère que vous avez noté les 10 étapes pour pouvoir enchaîner vite et atteindre, pourquoi pas, le million comme on a fait, nous, en environ 1 an, sachant qu'on partait, on avait un Pinel qu'on a un peu rattrapé. On m'a dit de ne pas faire de Pinel, d'accord? On avait notre RP qu'on a super bien vendu, on a racheté notre RP derrière. On m'a dit de ne pas acheter de RP, il faut d'abord faire les investissements locatifs. J'étais indépendant, on m'a dit que quand on est indépendant, c'est mort. Voilà, bref, n'écoutez pas les croyances. Retenez bien ces 10 étapes, appliquez-les, posez-vous. Et quand vous avez ces 10 étapes, vous pouvez foncer, quoi. Ok? See you next time et bienvenue vers le million bientôt. Bye.